Voyager dans le Japon contemporain, c'est effectuer en permanence le grand écart entre la modernité et des coutumes ancestrales. L'île de Kyushu, la plus à l'ouest de l'archipel, propose aux voyageurs une nature encore préservée et des traditions qui dressent le portrait d'un Japon authentique. Dans cette terre volcanique, qu'ils soient artisans, pêcheurs, cultivateurs ou encore artistes, ils associent tous une quête spirituelle à leur activité, qu'ils souhaitent protéger, parfois sauvegarder et transmettre. Avant de s'avancer plus à l'intérieur de Kyushu, un détour s'impose vers l'île d'Iki, à une bonne heure de bateau de la côte, dans la mer de Genkai. Elle fait partie de ces petites îles qui entourent les côtes japonaises. D'origine volcanique, d'une longueur de 17 km, elle abrite 28 000 personnes. Ces plages magnifiques et désertes commencent à attirer l'attention des touristes japonais. Si le tourisme évolue doucement, la pêche reste la principale ressource de l'île. Ici, le long de la plage de Ohama, on pêche les oursins à la main, c'est-à-dire avec un masque et un tuba. Malgré l'eau froide en cette fin octobre, les pêcheurs passent des heures dans l'eau à faire des allers et retours avec le fond. Le produit de la pêche sera proposé soit directement au restaurant, soit à Gonura, qui chaque jour abrite un marché aux poissons. Le principal port de pêche est situé dans le nord de l'île à Katsumoto. Les bateaux rentrent le matin après avoir passé la nuit en mer. Hiro Kumamoto pêche exclusivement le calamar. Son bateau possède plusieurs rampes d'ampoules électriques. Lorsque tu allumes les lampes, ils viennent bien plus nombreux. Et là, tu pêches plus facilement. Le calamar d'Iki est un des plus recherchés du Japon. Il possède un goût très subtil, estiment les experts. Hiro n'hésite pas à le déguster cru. Alors pour les préparer, c'est assez simple. Tu les fais sécher pendant environ 12 heures au soleil et tu les manges tout de suite dans la foulée. Il y a alors un goût sucré et salé, c'est vraiment excellent. À 68 ans, le capitaine s'apprête à passer la main à son fils. Malgré un prix du carburant de plus en plus élevé, la ressource est là. Il compte bien perpétuer la tradition. L'île est parsemée de temples dissimulés dans la végétation, comme celui de Tsukiyomi, dédié au dieu de la lune. À côté, d'anciennes demeures sont en cours de restauration, un long travail. Au fil des âges, le bois n'étant pas aussi résistant que la pierre. La nature révèle aussi des surprises, comme cette falaise de basalte surnommée le rocher aux singes. Nous débutons notre périple dans le nord de Kyushu, à Kashima, pour découvrir un temple shintoïste magnifique, celui de Yutoku Inari Jinya. Consacré à Inari, que l'on représente sous les traits d'un renard, ce dieu est celui de la fertilité des champs de riz, et plus récemment, celui du commerce et de la pêche. C'est le temple consacré à Inari le plus connu au Japon. C'est aussi celui du clan Nabeshima, qui était chargé de protéger les intérêts d'Edo, en particulier dans la ville de Nagasaki. L'un des rares ports ouverts au contact avec les étrangers pendant la période d'isolement du Japon qui avait débuté au XVIIe siècle. Le clan Nabeshima était aussi expert dans l'art de la poterie et de la céramique.
Aujourd'hui, Tomohisa Nabeshima, 49 ans, est l'héritier du clan. Il reçoit les visiteurs. Il possède une formation religieuse, mais aussi managériale, nécessaire pour générer des fonds qui financent le fonctionnement du temple. Les jeunes femmes en tenue rouge et blanc, bien qu'ayant une éducation religieuse, ne sont pas des nonnes. Ce sont des miko. Elles aident le prêtre dans ses tâches journalières ou lors de cérémonies. Elles sont employées par le temple ou travaillent parfois bénévolement. Je m'occupe de plusieurs festivals religieux. En fait, je m'occupe des festivals, ainsi que de la comptabilité, du management et des tâches journalières liées au temple. Ces 3 dernières années, nous avons eu de plus en plus de visiteurs venant non seulement de tout l'archipel du Japon, mais aussi de l'étranger, et plus particulièrement d'Asie du Sud-Est. On constate un accroissement du nombre de visiteurs, et ceci n'est pas seulement dû grâce aux médias, mais aussi par le travail que nous avons effectué afin de faire partager la beauté de notre temple à tous ces visiteurs étrangers. La partie supérieure du temple abrite une salle magnifique. L'autel est en général très rudimentaire, de quoi accueillir des offrandes. Seul le prêtre peut accéder à la représentation de la divinité en question, placée derrière les tentures. Aujourd'hui, le shintoïsme ne demande aucune croyance particulière. Il s'agit plus d'un lien social qui fédère la nation autour de tout ce qui est sacré, en particulier la nature. Chaque jour, les miko dansent en musique devant l'autel, une composante du rite shintoïste. Cette plante, la tadei, sert à préparer l'indigo, une teinte essentielle dans la culture et l'art nippon. On le retrouve partout dans la vie quotidienne et certains n'hésitent pas à la qualifier de couleur du Japon. Dans les faubourgs de Kurume, toujours dans le nord de l'île, Murayama Tarao a dédié toute sa vie à cet art subtil et jamais achevé. Trouver la bonne teinte. C'est dans cette demeure ancestrale que réside une partie des secrets de fabrication d'une activité que sa famille pratique depuis 200 ans. Les plantes arrivent de Tokushima dans des ballots de paille de riz. Elles ont été séchées et placées dans des composts. Les simples préparatifs de la teinture demandent des mois de patience. Les plantes sont mélangées à de l'eau. Après 3 mois de fermentation, on ajoute de la poudre de coquillage, de l'amidon et aussi du saké. Cette préparation se fait dans un grand récipient, l'aigame, qui est enterré dans le sol et permet de conserver une température stable. Tarao, pour chaque teinture, utilise 4 aigame, ayant une densité de couleur plus ou moins forte.
il va tremper le tissu successivement dans les 4 bains, en commençant par le plus dense. L'objectif étant de maîtriser l'oxydation de la couleur. Soigneusement rincée et essorée, l'étoffe peut être ainsi baignée jusqu'à 40 reprises dans des bains différents, en fonction de la densité de la couleur recherchée. Si vous me demandez de refaire la même couleur dans 6 mois, ça risque d'être difficile. J'ajuste moi-même la teinte afin d'obtenir la couleur que j'ai choisie ou que l'on m'a demandé. Pour le kurume kasuri, des étoffes de prestige, utilisées notamment pour certains kimonos, Tarao doit effectuer en amont un travail très précis, qui consiste à placer de petits nœuds où la teinture n'aura pas accès, créant ainsi de petits points blancs dans le tissu teint. Les fils ainsi obtenus vont être travaillés sur un métier à tisser, qui demande là encore de l'expérience et de la précision. Sa mère est l'experte de la maison. Un savoir transmis de génération en génération qui figure au patrimoine culturel de l'UNESCO. Il m'arrive de présenter mon travail lors de concours. Et je reçois parfois des prix, ce qui m'apporte là encore une grande satisfaction. De l'autre côté de la rivière, la région de Saga abrite d'anciennes et belles demeures, encadrées par les champs de riz. Les plus anciennes se font rares. Elles ont été pour la plupart détruites au profit de constructions plus modernes. Pourtant, ces maisons entièrement en bois, en général couvertes par un toit de chaume, sont l'expression d'un savoir-faire qui se perd. Masayuki Matsueda est architecte. Il s'est spécialisé dans la rénovation et la sauvegarde de ce patrimoine fragile. Ici, à Saga, après avoir sécurisé ce qui pouvait l'être, il va enlever tout ce qui est moisi ou abîmé. Un peu plus loin, dans l'atelier de son association Nihon Minkasaishi, il récupère un peu partout poutres, planches et pièces essentielles de maisons détruites. Lorsqu'il faut refaire un élément, ce sera alors avec du bois des environs et avec des outils traditionnels. Masayuki rend visite à la famille Igawa, qui s'est récemment installée dans une de ses maisons rénovées.
Il présente avec fierté tous les éléments d'origine qui ont été restaurés et qui ont demandé des mois de travaux. Les propriétaires ne connaissent pas vraiment la valeur de ces belles demeures et souvent ils les détruisent. Notre mission est de leur expliquer la valeur de ce patrimoine afin de le préserver par des travaux de rénovation pour les générations à venir. Ici, le propriétaire n'a fait aucune concession à la modernité. Tout a été fidèlement préservé ou restauré, en particulier ce foyer central qui sert à la fois de chauffage et de poste de cuisson. Changer un toit de chaume demande un savoir-faire très particulier. Pour trouver des artisans qualifiés de nos jours, c'est extrêmement difficile. Heureusement, nous en avons trouvé quelques-uns autour de Saga qui ont ce savoir pour changer la chaume de façon traditionnelle. Le problème est qu'avec les nouvelles lois liées à la construction, ces derniers artisans ne peuvent travailler que dans ce type de rénovation, ce qui limite leur possibilité de trouver du travail. Et je m'inquiète pour la disparition de ces métiers. La poterie et la céramique occupent une place importante dans l'art de vivre de Kyushu. Nous sommes dans un petit hameau à côté d'Ureshino, dans l'atelier de la famille Soekyu. Dans la fabrication de nos céramiques, nous utilisons la technique du tami. Nous pouvons réaliser 5 graduations différentes du bleu. Et c'est ce qui est recherché par nos clients. Le dami est une technique de dilution qui permet d'obtenir différentes nuances à partir d'une même couleur. La finesse des céramiques et la qualité des couleurs en font des objets qui vont au-delà de la simple vaisselle. La nature est souvent exubérante, comme ici pour la cascade de Kiyomizu-gawa. Les montagnes étant le siège des dieux, les kami, tout ce qui l'entoure est sacré. Avec des rencontres inattendues, comme ce crabe d'eau douce. Cette religion de la communion avec la nature, où tout est sacré, les astres, les rivières, les ancêtres, se retrouve aussi ici à Takeo, avec cet arbre considéré comme le 7e plus vieux au Japon. Ce camphrier aurait 3000 ans. Il est visité quotidiennement par les disciples du temple situé en contrebas. Le temple de Takeo célèbre aujourd'hui un mariage, une cérémonie très importante dans la vie sociale au Japon. Quel que soit son niveau de vie, les familles investissent beaucoup afin de respecter la tradition. La seule photo officielle en kimono demande de longues minutes de préparation et de mise au point. Plus bas à Takeo, au Shirawai, une équipe s'entraîne au Kyudo, un art martial qui est enseigné dès le lycée.
Le kyudo se pratique en groupe, sous l'œil d'un maître. En poursuivant notre route vers le sud, Arita est le lieu mythique dans l'art de la porcelaine. Par le passé, ce sont des potiers coréens qui ont apporté aux Japonais leur savoir-faire dans l'utilisation des fours pour la céramique. Plusieurs grandes maisons d'Arita ont construit ce temple en souvenir de ces artisans coréens. Plus haut dans la vallée, le village d'Okawashi est entièrement dédié à la céramique. D'anciens fours sont encore parfois utilisés. Ils rappellent comment à l'époque, on arrivait à les isoler avec des moyens rudimentaires pour obtenir des températures élevées. Takao Kawasoe et sa fille reproduisent des thèmes inspirés de la tradition Nabeshima. Un travail qui demande une précision sans faille. On vient de loin pour acheter cet artisanat, dont tous les motifs sont consignés dans des livres que l'on se transmet de génération en génération. Tous ces motifs sont des Imane, ça vient de la ville d'Imane. C'est un patrimoine très important. Nous rejoignons les côtes de la mer d'Ariake. Ce village de Kubo-Tacho est un haut lieu de la culture du nori, une algue fondamentale dans la cuisine japonaise. Tout commence dans des serres où baignent depuis un an des coquilles d'huîtres sur lesquelles on a placé des greffons microscopiques. On place le greffon sur ces coquilles d'huîtres. On les laisse tremper dans l'eau pendant 1 année pour qu'ils grandissent. Et une fois que nous avons obtenu cette couleur que nous avons ici, voire même encore plus rougeâtre, ce sera le moment alors pour les spores de sortir. Quand la température de l'eau de mer avoisine les 23 degrés, ce sera alors le moment de les transférer. Et cette année, c'est prévu aux environs du 17 octobre. Sugimachi est pêcheur d'algues. Il s'apprête à prendre le relais avec les greffons. Ici, les amplitudes des marées peuvent atteindre les 6 mètres, ce qui explique la hauteur des piquets qui calent les bateaux. Pas besoin de panneaux ou de signes. Chaque famille sait quelle est sa zone de production. Bon alors, chaque parcelle, ici c'est un territoire. Il y en a une là-bas, une autre derrière, et nous travaillons ici en famille. Et chacun connaît précisément la concession qui lui appartient. Actuellement, on prépare l'arrivée des greffons. Sur ces perches immenses, on attache un filet qui sera ensemencé. Commencera alors une période critique où il faudra que l'algue naissante s'accroche et commence à grandir.
Alors, 10 jours après avoir placé les greffons, une fois accrochés, c'est la période où ils vont développer toutes les qualités pour obtenir ce goût unique. L'amplitude importante des marées, le fait que pendant un moment de la journée, elles soient à l'air libre, ces allers-retours entre l'air et l'eau permettent d'obtenir des algues très particulières au goût vraiment unique. Et c'est ça les algues d'Ariake. La différence avec les algues d'Ariake par rapport aux autres lieux de production, eh bien qu'elles connaissent une exposition à l'air extérieur qui est d'environ 2 heures par jour. Et ça, c'est très important, parce que dans les autres endroits, elles restent sous l'eau en permanence. Et je pense que c'est cette différence qui lui donne son goût d'exception. Ces algues sont vendues près de 5 € le paquet, ce qui justifie pleinement la somme de tous ces efforts. Nous retrouvons les nori quasiment à tous les repas. La forme la plus simple est de la consommer avec du riz. Ou encore sous forme de maki, ces bouchées garnies de poissons ou de légumes. À l'opposé de la mer d'Ariake, sur la côte ouest, les îles de Kujukushima proposent une perspective magnifique. On les surnomme aussi les 99 îles. Ici, chaque baie abrite des parcs à huîtres. Il s'agit pour la grande majorité d'huîtres perlières. La qualité de l'eau, les marées, la température permettent d'obtenir des perles de grande qualité. En poursuivant notre route vers le sud, les nombreux volcans qui peuplent l'île ont façonné le paysage. Les fumerolles qui s'échappent de la forêt, l'eau qui bouillonne, une odeur de soufre. Autant de signes qui indiquent que nous sommes sur les flancs du volcan Unzen. C'est un lieu très prisé des Japonais, où l'on séjourne dans des auberges qui proposent des bains chauds associés à des menus diététiques et gastronomiques. Il est de coutume de circuler de bain en bain tout au long de la journée. Les onsen, ce sont ces bains japonais, alimentés par des eaux volcaniques avec parfois des températures très élevées. On vient s'y détendre, méditer. Il y a encore quelques années, ils étaient mixtes. Yumeno et Yuna fréquentent régulièrement les onsen. Plus le contraste avec la température extérieure est important, meilleur c'est. Le fait d'être à côté du volcan, ce n'est pas rien. Mais c'est surtout la qualité de l'eau qui fait la différence dans ces onsen. Dans le bain, on en profite pour se détendre, parler de choses et d'autres, à propos du petit ami, de l'école, du travail. Dans le village, l'atelier de la famille Ishinose est en pleine activité. Ils préparent du tofu en commençant par broyer des graines de soja. Après avoir été cuit à la vapeur, on conserve le lait de soja auquel on va ajouter un coagulant qui est soit du citron, soit du vinaigre, qui fera cailler la préparation. Cette méthode artisanale transmise depuis 4 générations en fait un produit fin et recherché par rapport aux produits industriels.
C'est un mélange de savoir-faire et d'expérience. Tous les ingrédients comptent. La qualité de l'eau, le contrôle de la température du soja, que ce soit l'été ou l'hiver, quelle que soit la saison, c'est devenu instinctif, à force de le faire depuis de longues années. Il sera consommé simplement accompagné d'une sauce fermentée ou encore en beignet ou comme ingrédient dans des soupes comme la miso. Au centre de l'île, sur la côte ouest, le château de Kumamoto porte les stigmates du dernier tremblement de terre qui a abîmé de nombreuses parties de cette forteresse qui avait pourtant jusqu'à maintenant bien résisté aux nombreuses secousses telluriques que connaît le Japon. À une bonne heure de route de là, le volcan Aso est sous très étroite surveillance. La caldeira, une des plus grandes au monde, est entourée d'une route spectaculaire qui la ceinture en partie. Ce complexe volcanique regroupe en fait une quinzaine de cônes volcaniques. La caldeira contient entre autres la ville d'Aso. Il y aurait 100 000 personnes qui habitent dans cette zone. La végétation y est particulièrement riche. De nombreux fermiers exploitent d'ailleurs ces terres fertiles. L'histoire de ces volcans se chiffre, selon les spécialistes, entre 80 000 et 300 000 ans pour les plus anciens, ce qui explique la différence de physionomie. Le plus actif, c'est le Nakadake. La dernière éruption en avril 2016 a fait près d'une cinquantaine de victimes, accompagnées de glissements de terrain qui ont notamment causé beaucoup de dégâts au réseau routier. La qualité de la terre est cependant excellente. C'est ici que l'on trouve des vaches akauchi qui donnent une viande recherchée, le wagyu. Elles profitent de cet environnement d'exception tout en étant bichonnées pour obtenir une viande tendre et goûteuse. Tetsuya Ono voue un grand respect à sa quarantaine de vaches. La nourriture qu'il leur fournit est à la hauteur de la réputation. Je leur prépare un mélange de maïs avec du blé et des herbes des champs. Au Japon, il y a beaucoup de vaches noires. Elles ont beaucoup de graisse, alors que les vaches marrons sont plus fines et elles ont un meilleur goût. Et c'est ce qui fait, entre autres, la réputation des vaches d'Aso à travers le pays. Nous poursuivons notre route vers le village de Takashio, situé à l'extérieur de la caldeira. Nous sommes chez Kai Masaya, qui produit surtout du kamaricha, une forme de thé vert que l'on fait dans la région, mais qui se perd, car il exige beaucoup de travail. Ces champs sont entourés de ventilateurs que l'on utilise l'hiver afin de dissiper d'éventuels brouillards givrants, évitant ainsi le gel des feuilles. La plantation fait 5 hectares. Malgré tout, Kai dispose d'un équipement sophistiqué pour la récolte des feuilles. La raison pour laquelle il y a de moins en moins de gens qui travaillent pour produire le kamaricha est assez simple. La population de jeunes ici est en baisse et ceux qui sont encore là ne veulent pas faire de thé. Les anciens, ceux qui le cultivent, qui ont 70 ans, sont de moins en moins nombreux. Et c'est donc difficile de trouver la relève. Avec le kamaricha, il n'est pas possible de produire de grosses quantités par jour comparé au sencha. Ce sont uniquement de petites quantités. La cueillette n'est pas un souci. Il y a ce qu'il faut. C'est la transformation qui prend le plus de temps par rapport au sencha. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une production plus faible.
Takashio est situé au pied de gorges spectaculaires, creusées à travers la lave des volcans d'assaut par la rivière Gokase. Sur plusieurs kilomètres, la végétation a repris le contrôle du terrain. À plusieurs endroits, des chutes d'eau laissent la place à une rivière plus calme. La tradition raconte que dans ces gorges et cette rivière demeurent des dieux venus des montagnes des environs, dans la plus pure tradition shintoïste. Pour mieux comprendre l'importance de ces dieux dans la vie locale, il convient d'observer le travail de Hiroaki Kudo et de son fils. Il réalise des masques représentant certains de ces dieux. Alors ce masque, c'est mon préféré. Il possède un relief bien marqué, les cheveux se dressent fermement. C'est vraiment celui que j'aime. Il raconte que dans les temps anciens, on comptait jusqu'à 800 000 dieux. Eux s'intéressent aux 12 les plus importants pour les gorges de Takashio. Tajikara Onomikoto, c'est le nom du dieu représenté dans ce masque. Dans les contes anciens, on raconte qu'il jouait un rôle important. Il avait la capacité de faire sortir de la pierre les dieux qui s'y dissimulaient. Pour mieux comprendre quel est l'usage de ces masques, nous suivons les préparatifs de la troupe de danse qui s'apprête à interpréter différentes scènes de Yokagura dans une salle voisine du temple. Depuis 1 millier d'années, on perpétue cette tradition les soirées d'hiver, pour que les cultures et les récoltes soient abondantes. Accompagné d'une flûte shakuhachi et d'un tambour, on y compte différentes aventures d'Amaterasu et de la corde de Dieu qui l'entoure. Dans le shintoïsme, Amaterasu est la déesse du soleil. Selon cette religion, tous les empereurs japonais l'auraient comme ancêtre. Elle aurait introduit le riz, le blé et les vers à soie. Elle figure sur le drapeau japonais sous l'apparence du disque solaire. En progressant vers le sud, le relief devient à nouveau montagneux et la forêt encore plus dense. C'est l'entrée du parc national de Kirishima. Le temple de Shiroishi est niché en pleine nature, comme c'est souvent le cas dans de pareils lieux. Même s'il est la plupart du temps inoccupé, il est là pour que le voyageur rende hommage à ce qui l'entoure. Le parc réunit plusieurs volcans, dont le Shimoedake qui est encore en activité. Il émet des fumerolles particulièrement toxiques pour ceux qui souhaiteraient s'en approcher de trop près. La dernière éruption remonte à 2011 où d'épais nuages de fumée avaient bloqué le trafic ferroviaire et aérien pendant quelques temps, mais heureusement sans faire de victimes. En contrebas, le cratère du volcan Fudu est bien éteint, avec un lac paisible dont la couleur de l'eau suit les humeurs du ciel. Dans la vallée, Masahiro Ogura poursuit une tradition séculaire de la région en fabriquant le washi, un papier végétal de grande qualité. Il utilise de l'écorce de kaji dont raffolent aussi les cerfs des forêts avoisinantes. Les fibres vont macérer. Elles seront ensuite battues et disloquées.
Masahiro est prêt à mouler les feuilles dans un cadre en bambou. Son activité fonctionne plutôt bien, mais il reste inquiet pour l'avenir. La principale difficulté aujourd'hui dans ce métier est de trouver des personnes qualifiées. J'essaye de ne pas être pessimiste, mais ça devient de plus en plus compliqué de maintenir en vie ce type d'activité. Les feuilles ainsi décollées vont être d'abord égouttées, pour passer ensuite sous une presse et finalement sécher. Masahiro réalise des feuilles de différents grammages, avec des densités adaptées selon l'usage. Ainsi, les étiquettes de bouteilles haut de gamme de saké et de shochu sont réalisées avec ce type de papier. Nous arrivons dans le sud de l'île à Kagoshima, surnommée la Naples de l'Orient pour sa situation dans une baie face au volcan Sakurajima. Les seigneurs du clan Shimazu l'avaient bien compris, en y installant leur résidence dès le XVIe siècle. En 1850, Nariakira, le 28e descendant du clan, décida de lancer un produit d'exception pour renforcer l'image du Japon et le vendre à l'étranger. Né de la fusion des arts du verre en Occident et des techniques anciennes de découpe des artisans d'Edo, cette production de verre coloré a tout de suite eu beaucoup de succès. Relancé dans les années 1980, le principe est de superposer une couche de verre coloré avec une couche de verre transparente. Un jeu compliqué avec une température de fusion de 1500 degrés. Une fois taillées et découpées, les pièces vont ensuite dans un atelier voisin pour un autre travail de précision. Elles seront d'abord sculptées pour ensuite être polies. Un vase sophistiqué peut demander jusqu'à 6 mois de travail. Ces vases, ces verres et les différents services à thé sont ensuite vendus dans le monde entier à des prix à la hauteur de la réputation et du travail fourni. Aujourd'hui, le délai d'attente pour commander une pièce est d'au moins 3 mois. Le volcan Sakurajima est lui aussi très actif. Depuis 1955, son activité est presque constante, avec 100 à 200 grandes explosions par an et quelques nuées ardentes. Sans oublier la présence d'une population importante tout autour de la baie qui vit en permanence sous la menace d'une grosse éruption. Saku Kazuide est un artiste qui va chercher la lave. Il n'a qu'à se servir pour la transformer en objet de décoration. Vivre à proximité du volcan? Non, ça ne fait pas peur. Vous savez, je suis né ici à Sakurajima et il y a beaucoup de postes d'observation placés tout autour du volcan. Donc je ne suis pas inquiet. On contrôle en permanence son évolution et en cas d'éruption, les signes précurseurs sont souvent détectables. Donc je n'ai pas vraiment peur. Au XIXe siècle, à quelques kilomètres de Kagoshima, qui s'appelait alors Satsuma, les samouraïs s'étaient regroupés dans un lieu magnifique à Shiran. En 1877, la modernisation du pays avait pour conséquence la disparition de la féodalité. Pour les samouraïs, sorte de chevaliers emblématiques de la noblesse militaire, cela représentait la perte de leur statut social, de leurs privilèges et de leur position de pouvoir. Près de 500 familles vivaient ici, et certains de leurs descendants se sont regroupés pour préserver ce patrimoine. L'entretien des jardins se fait toujours avec autant de minutie.
Makurazaki marque l'extrémité sud de la pointe de l'île de Kyushu, à l'ombre du volcan Kaimondake. C'est par là que rentrent les typhons qui secouent régulièrement l'archipel. Une terre dure et exposée, mais particulièrement fertile pour la culture de la patate douce, une spécialité de la région. La majeure partie de la production sert à la fabrication du shoshu, une boisson distillée comparable au saké. Satsuma Shuzo a été créée en 1936. Cette petite usine de shoshu a conservé ses locaux d'origine en modifiant au fur et à mesure certains équipements. Après avoir été cuites et broyées, les patates douces sont acheminées vers des cuves de fermentation. Au Japon, on a longtemps bu du saké. À Kagoshima, on a toujours bu de l'alcool de patate. Et ça s'est étendu maintenant à tout le Japon. Et on constate aujourd'hui que la consommation de shoshu a atteint des niveaux similaires avec celle du saké. L'ensemble du processus de fabrication prend 18 jours. Il s'achève par une longue distillation. Les bouteilles les plus recherchées sont comme pour le vin, les plus anciennes. Le volcan Kaimondake est assoupi depuis un bon millier d'années. Une vigie pour les bateaux qui rentrent après plusieurs semaines de pêche, les cales remplies. Ce cargo décharge 630 tonnes de thon et de bonites congelées, qui vont être vendus dans quelques instants à la criée. Le thon est largement consommé comme poisson cru. Mais ici, à Kyushu, la bonite est transformée en katsuobushi, une sorte de flocon utilisé quotidiennement dans la cuisine comme condiment. À la criée, les acheteurs intéressés par des lots lancent des plaques de bois vers le directeur sur lesquelles ils ont écrit les quantités souhaitées. Un spectacle inattendu. Une bonne partie des ventes de la matinée va partir vers les différents ateliers de production de katsuobushi situés en ville, où l'on va dans un premier temps cuire les bonites dans d'immenses bains de vapeur, pour ensuite enlever toutes les arêtes à la main. Les bonites vont s'égoutter dans un premier temps, pour ensuite être placées dans un four à bois pendant plusieurs jours. Le poisson est ainsi complètement déshydraté, fumé, et une fois poli, il s'apparente quasiment à un morceau de bois. Le bloc de bonite ainsi obtenu va être râpé en flocons très fins.
À Kyushu, il est présent dans de nombreux plats, comme ici dans cette izakaya, un bistrot à la japonaise où les clients ne se connaissent pas forcément, mais sont attablés autour d'un chef qui propose des plats ou répond à des demandes particulières. On retrouve surtout du poisson cru dans les assiettes et du shochu dans les verres. Les habitués ont leur bouteille à leur nom. À l'image de cette table animée et chaleureuse, l'île de Kyushu possède encore bien des richesses étonnantes à nous dévoiler et propose un regard différent sur le Japon, ancré dans la nature et les traditions.